à tous, je vous propose de commencer. Alors bonjour, bienvenue chez FrontGuys. Je nous présente, Monique et Sandy, UX Designer, UX Researcher chez FrontGuys. Donc FrontGuys, c'est une agence conseil qui est spécialisée dans le design d'expérience utilisateur. Depuis 2019, on accompagne nos clients sur leurs produits digitaux, que ce soit de la phase de recherche à la phase de développement front. On a différents profils, donc Design Ops, UX Designer, UX Researcher, Product Designer et développeur front-end. Aujourd'hui, on accueille Mathieu et Amélie, du coup. Qui ont participé à notre dernier article que je vous invite à lire sur le retour de 7 experts sur l'UX Repository. Amélie, qui est UX Researcher depuis plus de 8 ans, elle est consultante chez Yeta. Elle a travaillé pour des boîtes comme Orange, SNCF Connect et Decathlon. N'hésite pas à compléter si j'oublie quelque chose. Non, c'est tout à fait ça. Donc, ma dernière expérience, c'est chez Decathlon Digital, où j'étais lead UX Researcher et où j'ai du coup eu l'opportunité de travailler sur un repository. Parfait. Et du coup, Mathieu Baudonat, UX Researcher depuis plus de 10 ans. Tu es freelance, tu as travaillé pour BetClick, L'Oréal. C'est ça. Scaleway. Scaleway aussi. Cdiscount. Cdiscount. Tu as fait du mentorat Ripo aussi. Oui. Pour France TV. France TV, Paxa, BTI, PrestaShop. Ok, très clair. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Du coup, comme vous le savez, on va parler d'UX Repository. Enfin, on va parler plutôt à Amélie. Vont nous partager leur expérience sur ce sujet. Juste par curiosité, et vous pouvez lever la main, qui est-ce qui a déjà travaillé sur un repository? 1, 2, 3. 3 personnes seulement? Qui en a rêvé? C'est pas une bonne question. J'allais dire, qui est-ce qui a encore des fichiers dans Teams ou des Google Drive chaotiques? Aujourd'hui, on va discuter pendant 1 heure à peu près des bonnes pratiques et juste surtout profiter de l'expérience de Mathieu et d'Amélie sur ce sujet. Ne soyez pas perturbés, on a des micros cravates, on parle fort, en fait c'est pour le replay. Et à la fin de la session, il y aura en fait un moment de questions-réponses et vous allez devoir parler comme ça dans le micro. Il n'y a pas de son, c'est un peu perturbant, mais c'est pour le replay aussi. C'est bon pour vous? Partiel. C'est parti. Allez, commençons. Donc, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel contexte vous avez pu mettre en place un UX Repository et quel était votre rôle? Vas-y, je t'en prie, commence. Ah, quel contexte? Alors, moi, j'ai monté 4 en tout. Le premier, c'était chez BetClick, donc il y a 3 ans. C'était au début où Peacock parlait démocratiser vachement l'atomic research. Et j'avais trouvé que c'était intéressant, donc j'ai testé, j'ai bidouillé, j'ai commencé avec les retours sur les stores que j'agrégeais dans un Airtable, et puis j'appliquais la méthode Atomic Research avec les facts, les insights, les recommandations. Puis après, j'ai trouvé que la méthode était vraiment intéressante parce qu'elle permettait... Alors, l'Atomic Research, je m'en suis un peu détaché parce que je trouvais que c'était trop lourd à mettre en place. J'ai gardé cette méthode atomique. Et plutôt que de stocker plein de fichiers, en fait, je stocke plus que des insights à l'intérieur d'un repo. Et donc maintenant, en fait, ça fait partie de mon mode de travail. C'est-à-dire que si tu veux que je travaille avec toi, je viens avec un repo de toute façon. Parce que c'est comme ça que je produis ma donnée et que je produis ma connaissance. Donc j'ai fait L'Oréal il n'y a pas très longtemps. Il n'y avait aucun besoin de repo parce que c'était un produit standalone qui allait... Une fois qu'il était sorti, c'était une appli interne. J'ai quand même monté un repo parce que ça me permet de bien structurer ma pensée et bien structurer ma connaissance. Donc, je le fais tout le temps. Donc moi, c'était plutôt dans l'opportunité, dans ma dernière mission chez Decathlon, où en fait, j'ai intégré un domaine. Quand je suis arrivée chez Decathlon il y a 2 ans, ils ont mis en place du coup la méthode Atomic Research et un repository. Donc moi j'étais UX Researcher puis Lead UX Researcher et j'ai travaillé donc avec les Research Ops parce que c'est comme une grosse organisation, il y a 2 Research Ops et donc ils nous accompagnent les leads à justement embarquer nos équipes et les parties prenantes à l'utilisation d'un repository.
Et donc, alors, pourquoi en fait ils ont fait ça? C'est parce qu'en fait chez Decathlon Digital, il y a énormément d'UX researchers et de product designers qui font aussi de la recherche. Et l'organisation est très silotée. Donc ça permet en fait d'avoir une base de connaissances centralisée et de désiloter un peu ces organisations, d'avoir une vue sur toutes les recherches qui sont au sein de l'écosystème Decathlon. Et c'est ça qui en fait a été une opportunité pour moi de travailler sur Repository. Est-ce que Atomic Research, c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, il y a des noms. Non, quand même. Pas trop être précis. Ouais, en fait, l'Atomic Research, ça se base sur le principe du design system, en fait, où on va avoir... donc, c'est le framework est divisé en 4 parties. Il y a les experiments, c'est qu'est-ce que j'ai fait. À l'intérieur de ces experiments, il y a des facts, qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc, 90% des gens n'aiment pas le bleu. À côté de ça, suite à ces facts, je vais créer des insights, donc des pièces de connaissances, qui disent mes utilisateurs n'aiment pas le bleu, parce que, je ne sais pas, ça leur évoque ci ou ça. Et derrière, il y a une recommandation qui dit il faut changer le bleu, il faut mettre du vert. Et donc ça, c'est le framework Atomic Research avec Experiment, Fact, Insight, Recommandation. C'est un process qui est bien détaillé, qui permet de bien segmenter sa donnée, de bien l'organiser. Et par-dessus, parce qu'on va sûrement en parler aussi, et juste comme ça tout le monde est au même niveau de connaissance, par-dessus ces facts et ces insights, ces recommandations, on applique ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire qu'on va définir, on va détailler tous les champs du produit, que ce soit les différents types de clients, les différents pays, les différentes features, etc., pour qu'on puisse aller chercher dans notre base de données, via cette taxonomie, les différents facts, les différents insights. Est-ce que c'est clair pour... Est-ce que vous pouvez nous détailler justement le contexte un peu plus des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé? Je sais que toi, Mathieu, des fois, il y avait 0 repository, tu partais from scratch. Des fois, tu avais un début de base de connaissances. Comment tu t'es adapté en fonction justement de ce niveau de maturité des entreprises? Alors, sur les 4 que j'ai montés, il n'y avait rien. Chez Scaleway, il y avait un début de quelque chose. Ils avaient commencé à poser une taxonomie qu'ils avaient développée par le biais de workshops avec les PM, les product designers, etc. Parce que la taxonomie, c'est le vocabulaire commun à tout le monde. Et il faut que tout le monde sache utiliser la taxonomie et sache quel tag veut dire quoi. Sinon, ton repository, de toute façon, il sera inutilisable. Donc, à chaque fois, j'ai monté from scratch. Chez Scaleway, ils avaient déjà cette taxonomie, mais il y a toujours besoin. Enfin, moi, je pars du principe qu'il y a toujours besoin. Ça fait partie de mon process de travail. Je ne réponds pas tout à fait à sa question. À peu près. Et pour toi, Amélie? Je vais poser une question à Mathieu. Du coup, tu dis que tu travailles forcément avec ça, mais c'est dans des organisations plus petites. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre en place un repository? Alors, je pars s'il y a une amélioration continue sur un produit, je pense qu'il y a besoin, quelle que soit la taille de l'entreprise. Les seules personnes à qui je ne le conseille pas, c'est vraiment des startups hyper early stage qui, en fait, cherchent déjà leurs produits. Après, ça n'empêche pas de segmenter ta connaissance atomiquement, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une taille critique pour moi d'entreprise qui justifie ou pas la taille d'un repo. Ok. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas besoin d'avoir 100 researchers, que d'ailleurs, franchement, respect, 100 researchers au sein d'une entreprise pour que ce soit intéressant. À partir du moment, l'idée, c'est que les gens puissent aller chercher la donnée facilement. Donc, que tu sois seul researcher au sein d'une boîte de 20 personnes ou 100 au sein d'une boîte de stock, mais vous étiez chez Decathlon, ça a du sens pour moi. Pour donner un peu plus de contexte, chez Decathlon, en fait, on était aussi une centaine parce qu'on n'était pas que sur le marché de la France, on était aussi au niveau international, donc ça complexifie encore la recherche. Et puis parfois, on va faire un produit pour un marché test, mais qui va aussi ou pour des marchés pilotes, donc peut-être avoir 3 pays. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cette base de connaissances au niveau international. Et du coup, moi, j'ai eu une seule expérience dans le repository qui a été Decathlon. Et quand je suis arrivée, donc, en fait, ils sont très matures sur le design et la recherche. Et là où j'ai eu l'opportunité, c'est que vraiment, ils mettaient ça en place. Donc,
moi, mon retour d'expérience, c'est que là, c'est vraiment plutôt la partie de faire monter les équipes, parce que nous, j'étais dans une équipe qui était peu mature sur le produit, peu mature sur la recherche. Et très vite, on a grossi en termes de design, d'équipe design et du UX Researcher. Et du coup, il fallait aussi embarquer les équipes dans la méthodologie Atomic Research et dans l'utilisation d'un repository. Donc, c'est vraiment toutes les problématiques sur lesquelles moi, je me suis confrontée faire adopter d'abord par mes équipes, par mes designers et par les UX Researchers le repository. Et ensuite, les parties prenantes, notamment le PM, qui est peut-être la personne la plus intéressée dans les parties prenantes. Oui. Là où je te rejoins, c'est qu'un repository, quand il n'y a pas de researcher, c'est compliqué parce que c'est quand même du travail. C'est pas neutre, c'est pas transparent, sauf si vous utilisez parce que généralement, quand il n'y a pas de research, l'analyse se fait un peu, elle se fait un peu en sous-main quand on a un peu le temps, etc. Et rajouter cette étape du repository où si vous n'êtes pas outillé avec les bons softwares pour faire du repository, clairement c'est une charge de travail importante. Donc voilà, c'est le seul truc que je conseillerais, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut être honneur et garant et qui peut avoir la capacité à créer et maintenir, voilà, c'est un problème. On va en revenir justement en détail sur la mise en place du repository. Comme tu évoquais les parties prenantes tout à l'heure, Amélie, comment tu as impliqué justement tes collaborateurs, les researchers dans la mise en place de ce repository? En fait, j'étais la première UX Researcher dans l'équipe. Ensuite, on a eu rapidement 3-4 UX Researchers qui sont venus compléter l'équipe. La première chose, c'est l'avantage que nous on avait chez Decathlon, c'est qu'on avait des Research Ops. Et du coup, en fait, c'est de vraiment faire une phase d'onboarding. Et en fait, ils ont entre guillemets l'obligation de contacter le Research Ops ou la Research Ops pour en fait faire cette formation, en fait, une formation de monter en compétence sur l'outil. Je ne sais pas si on peut déjà parler des outils, mais nous, notre repository, il était sur Airtable, qui est un outil qui est quand même assez puissant, mais complexe. Donc, il y a un coût à l'effort et de temps demandé pour justement monter en compétence. C'est effectivement l'histoire de la taxonomie qui est importante et qu'il faut intégrer. Puisque du coup, il y a des UX Researchers qui ne l'ont jamais fait et il y a des UX Researchers qui l'ont déjà fait dans d'autres organisations qui fonctionnent un peu différemment. Puisque Decathlon Digital, en fait, a adapté aussi l'Atomic Research à son organisation, à son contexte. Et donc, ça veut dire que derrière, en fait, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des UX Researchers qui vont devoir changer leur méthode de travail, leur façon de travailler, et d'autres qui vont devoir apprendre à travailler avec. Et ça, c'est ça qui était vraiment le travail le plus important pour qu'ils puissent utiliser de manière régulière et adopter l'outil. D'accord. Ouais, moi, les stakeholders, je les implique que pendant la taxonomie. Il y a, de ce que j'ai vu, il y a un fantasme qui veut qu'un repository sera accessible pour tout le monde. Il l'est tout le temps, parce qu'on ouvre, mais le fantasme, il est que les différentes parties prenantes vont aller chercher dedans. Moi, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu quelques personnes qui y allaient consommer parce qu'ils avaient cette envie et ils avaient... le besoin, ils l'ont tous, mais ils avaient l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau et de se nourrir de cette donnée. Donc, je fais la taxonomie en collaboration. Il faut que la taxonomie, comme je disais, c'est un vocabulaire commun. Donc, il faut que toute la boîte soit alignée sur ce vocabulaire. Mais après, je le fais pour l'équipe de research. La plupart des PM, je ne sais pas si c'est des PM, mais ce n'est pas contre qui que ce soit. Quand ils ont besoin d'une information, ils ont besoin de data analytics, ils ne vont pas dans la console Google Analytics, ils ne vont pas dans Datadog. Ils demandent à la data, tu peux me sortir cette data. Et en fait, ce qui se passe avec les repositories, c'est que moi, ils venaient me voir en me disant, on sait quoi sur ce sujet-là? Tu peux aller dans le repo si tu veux. Ah ouais, mais c'est relou. Ok, bon, je vais le faire pour toi. Et comme j'ai une bonne taxonomie, je le prends avec moi, je lui montre comment on fait. Pour l'entraînement, parce que c'est nécessaire aussi quand même de démocratiser tout ça. Mais au final, c'était moi qui l'utilisais, enfin moi et mon équipe qui l'utilisions 95% du temps.
Après, comme disait Amélie, il y a un frein à l'outil. C'est-à-dire qu'aller dans Airtable quand tu ne maîtrises pas Airtable, que tu n'as pas fait la base de données, c'est un petit peu ardu. Après, et qu'on prenne n'importe quel type d'outil, Dovetail, Marvin ou Usage ou que sais-je, il y a un coût à apprendre. C'est le coût d'effort dont parlait Amélie, il y a un coût à apprendre de nouveaux outils. Aujourd'hui, avec les IA, on arrive à avoir des choses qui font qu'on interroge en langage naturel nos repositories. Et donc là, l'engagement, il est complètement différent. Et c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ils ont juste à poser une question à un chat et ils ont la réponse avec les sources. Donc, les stakeholders, moi, je ne les implique pas spécialement, mis à part pour la taxo, mais après, pour tout le montage, c'est ma tambouille. Ok, très clair. Concrètement, sur justement la partie de la mise en place du repository, donc au niveau des process, tu disais que tu impliquais les stakeholders au niveau de la taxonomie. Quel type de méthode est-ce que vous appliquez pour la construction du repository? Méthode, process, rituel Vas-y, parce que j'aurais pas de truc. Alors, la taxonomie, je la fais moi-même en chambre. Et ensuite, je la partage, on challenge, on itère, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Le process, comme je disais, le repository, ça fait partie de mon process de prod. Donc, de toute façon, en fait, il existe et j'ai besoin de consulter personne parce que c'est comme ça que je travaille. Par contre, je mets en place des rituels pour acculturer au repository, pour acculturer à la consommation de la connaissance utilisateur. C'est-à-dire que chez Backly, par exemple, tous les mois, j'avais un rituel où je prenais tous les researchers, on prenait chacun notre squad et on leur disait voilà les dernières nouvelles qu'on a entendues sur les stores, voilà les dernières nouvelles qu'on a eues sur les différentes études qui sont transverses. Et on faisait tout ça à l'intérieur du repository. C'est-à-dire que notre support de rituel, c'était notre repo, pour que les gens, justement, prennent cette habitude de voir cette interface. Et c'était il y a 4 ans, donc 3 ans, j'ai perdu, 3 ans. Donc c'était encore assez nouveau, toutes ces notions de repository dans les équipes produits. Et donc ça leur permettait de dire, ah oui, ok, il y a toute cette masse de données-là que je peux actionner, ça fonctionne comme ça. Mais les formations un peu traditionnelles, maître de conférence, j'ai essayé et au final, t'as beau mettre tous les outils que tu veux, c'est-à-dire leur faire des cas pratiques, etc. Et je blâme personne, on a tous plein d'autres trucs à faire. Et la research, la donnée utilisateur, mais dans les entreprises dans lesquelles je suis, c'est pour les user researchers et les product designers. Donc mes product designers savaient se servir de mon repo. Mais hors de cette sphère-là, c'était pour moi. Du coup, en termes d'outils, tu évoquais tout à l'heure Amélie Airtable. Je sais que Mathieu, tu veux plus utiliser Airtable. T'expliqueras ça pourquoi. Okay. Mais Amélie, est-ce que tu peux nous partager justement un peu plus en détail comment tu as utilisé cet outil et comment tu as utilisé la taxonomie par rapport à cet outil? Alors, du coup, nous, elle était imposée, entre guillemets, par les research shops, parce que c'est eux qui ont travaillé avec une sélection, en fait, un panel d'UX researchers pour pouvoir, après, que ça corresponde au maximum d'usage pour des UX researchers ou des product designers. Et ensuite, nous, on avait un rituel aussi avec des research ops. Toutes les 2 semaines, on a donc, tous les UX researchers et les product designers qui participent à ce rituel. En fait, on va partager nos bonnes pratiques, on va aussi partager nos points de blocage. Donc, ça nous permet aussi de revenir sur comment on utilise l'outil, comment on utilise Atomic Research et partager aussi des cas concrets parce qu'on a aussi, en fonction du produit, en fonction de notre méthodologie, on va rencontrer des problématiques différentes et parfois on va se reconnaître et ça peut nous aider. Donc ça, je trouve que ça marche super bien parce qu'au-delà de l'outil, par exemple que ce soit Airtable ou Notion, je pense qu'il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on en tire derrière et c'est ça qui va faire embarquer au moins la première cible, le premier utilisateur qui est l'UX researcher ou le product designer, qui n'est pas forcément évident parce que en fait, ce que moi je voyais chez Decathlon, c'est qu'il y a des équipes qui sont hyper engagées dans l'Airtable, enfin dans l'Atomic Research, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et il y a un peu, il y a différents niveaux d'engagement. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi la problématique côté Research Ops, de pouvoir embarquer au même niveau pour que l'outil ait une vraie puissance et un vrai intérêt et qu'après, en fait, un PN peut aller consulter parce que, en fait,
quand même, l'objectif final, c'est d'avoir une base de connaissances de tout ce qui se passe en termes de recherche, d'avoir des insights, des enseignements. Et du coup, je trouve que ce rituel-là, en fait, il nous aidait. Et après, moi, dans mon équipe, on avait notre rituel à nous, une fois par semaine, on faisait des UX reviews, où tous les researchers et en facultatif, les product designers, quand ils avaient besoin, ils passaient peu de temps sur la recherche. Et parfois, ils étaient accompagnés d'un UX researcher, parfois non. Et du coup, ça leur permettait aussi de présenter des cas où ils avaient des points de blocage, de discuter entre nous, de débloquer. Et notamment, on avait la première problématique qu'on a rencontrée sur Airtable, qui était problématique plutôt technique, de comment on utilise les outils, comment on fait. Parce que concrètement, en fait, une fois qu'on est dedans, on est un peu perdu et on ne sait pas toujours quoi faire, on a des points de blocage. Et du coup, ce rituel-là, en fait, ça nous aidait à s'entraider et à aussi s'engager plus sur ça. J'avais mis en place aussi un rituel avec les product designers chez BetClick, où j'avais un Airtable pour tout ce qui était retour store. Et en fait, j'avais mis en place une matinée, c'était 1 heure tous les vendredis matins, parce qu'on récupérait, je sais pas, peut-être entre 150 et 200 feedbacks via les stores par semaine. Et tout ça, il faut trier, il faut taguer, il faut lier, il faut créer des facts, il faut créer des insights, etc. Et en fait, il y avait ce slot de 1 heure qui était ouvert pour tout le monde. Alors d'abord les product designers, et en fait ils venaient, mais ils nous aidaient à taguer, et en fait ils s'acculturaient à l'outil, à la manipulation de l'outil, ce qui fait que déjà ils arrivent, parce que l'Atomic Research, il y a une logique. Moi je sais que tant que j'avais pas mis les mains dedans, j'arrivais pas à comprendre vraiment l'intérêt du truc. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais les product designers, quand ils venaient faire ça, déjà, on se marrait bien, parce que les retours store chez BetClick, il y avait vraiment des super perles. Et en fait, ça permettait de se dire, OK, donc ça fonctionne comme ça. On a ce type de retour, donc tu as une acculturation au fait d'être plus user-centric, et aussi à comment je manipule l'outil, parce que on était chacun de son côté. Moi, j'étais là en support, je taguais aussi, parce que sinon, on n'y serait jamais arrivé en 1 heure. Mais en fait, c'était un espèce d'open door, quoi. Et ensuite, on a ouvert et on avait un ou deux PM, ceux qui, de toute façon, utilisaient le repo, qui voulaient en savoir plus, ils venaient avec nous, et c'était juste une session d'échange un peu à porte ouverte. Ils venaient découvrir le repo et l'Atomic Research en taguant. Si je peux compléter aussi, ça me fait penser à chez Decathlon, il y a aussi un outil qu'on utilise pour avoir des feedbacks en continu. Sur le site internet, dans les emails, en fait, on a 1000 ou 2000 feedbacks qui reviennent. Et du coup, après, ils sont traités par les UX researchers, par les product designers. Et il y a aussi ce rituel d'open door qui est ouvert à des PM ou aussi à des data analysts, parce que ça fait un peu plus tard. Et d'avoir en fait, ça permet à eux de prendre connaissance en fait, des feedbacks c'est un peu la puissance de l'Atomic Research. En fait, on continue à avoir en fait, un point de douleur qui est récurrent et qui est fort. Et en fait, ça permet aussi au PM de prendre en compte plus le besoin utilisateur que sa propre conviction. Et ça, en fait, ce rituel-là, il a eu du mal à se mettre en place. Et en fait, c'est par récurrence qu'en fait, ils ont pris conscience que se mettre en place cet outil-là de feedback continu, de le traiter dans l'Atomic Research, dans le repository, eux-mêmes, après, au final, peuvent aller consulter quand ils ne peuvent pas participer au point, parce que les PM sont beaucoup de réunions. Et du coup, ils peuvent eux-mêmes consulter en autonomie le repository et voir qu'en fait, il y a une augmentation d'insatisfaction sur un point de douleur en particulier. Ok. Et justement, quand vous évoquez la gestion des données, est-ce que vous intégrez du quanti dans votre repository? Donc, vous avez évoqué les retours clients, la collecte passive de feedback. Comment vous gérez le quali versus le quanti dans le repo? C'est la force du repository. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est justement qu'on peut, aux Atomic, je lis un peu les deux, c'est justement de lier le quanti avec le quali. Du coup, je parlais de data analyst, mais c'est aussi des personnes qui peuvent être hyper intéressées par le repository, parce qu'avec eux, moi je travaille beaucoup avec des data analysts et mon équipe aussi, pour faire du quanti, et de croiser avec du quali, c'est vraiment la force de l'Atomic Research, et ça permet vraiment de donner davantage de poids aux enseignements, aux insights qu'on ressort. En fait, avec l'Atomic Research, comme tu as cette transformation de ta donnée en fact, ça permet de lisser. C'est-à-dire que 5 personnes sur 6, je reprends l'exemple du bleu,
un Kali qui n'aime pas le bleu a autant de poids que 50 personnes sur les stores qui n'aiment pas le bleu, parce qu'en fait, tu fais 15 facts. Enfin, tu fais 2 facts qui vont dans le même insight. Et en fait, après, tu peux avoir, selon le modèle de Pidcock, tu as aussi des poids relatifs. C'est-à-dire que un fact compte pour 1, et il peut prove ou disprove un insight. Donc, tu peux avoir une collection de 10 facts. Si les 10 vont dans le sens de ton insight, ben, ça fait un plus 10. Et si tu as plus 5, moins 5, tu en as 10 qui vont dans le sens et 5 qui prouvent et 5 qui disprouvent. Tu as un insight à 0. Ça veut dire que, potentiellement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un insight. Ça veut dire qu'en termes de priorité, faut aller creuser, quoi. Il n'y a pas de certitude sur cet insight. Il y a trop de données divergentes. Et c'est la force du fact, c'est que tu peux mettre du quanti, du quali, de la data analysis, tu peux mettre ce que tu veux. Tout est lissé, tout ne devient qu'un seul fact. Et c'est plus facile à manipuler. En fait, les sources de recherche sont infinies. On peut ça peut être de la recherche exploratoire, ça peut être des interviews, ça peut être des tests d'usabilité. En fait, c'est ça aussi. On peut tout intégrer dans l'outil et qui nous permet après de ressortir des enseignements. Ok. Et du coup, par rapport à ça, on dit souvent que l'Atomic Research, ça nous permet justement de révéler des tendances ou d'identifier des signaux faibles. Est-ce que dans vos expériences, vous vous êtes aperçu, ah tiens, on a eu un insight qui est revenu, je dis n'importe quoi, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais il peut être intéressant à creuser. Tu évoquais, Mathieu, que ce n'était pas forcément prioritaire, mais est-ce que vous avez déjà eu cette expérience de dire, grâce au repository et grâce à l'Atomic Research, j'ai pu identifier un insight qui n'était pas forcément important avant, mais maintenant que j'ai de recul et que j'ai de la matière avec toutes les études que j'ai faites, c'est important et il faut l'adresser. Ouais, en fait, tu vas créer des... Moi, ce que je fais, c'est que je crée des insights. Tout ce que j'ai récupéré à l'intérieur d'une étude devient un insight. J'ai plus ou moins confiance en fonction du nombre de personnes qui m'en ont parlé ou en fonction de la douleur ressentie par les utilisateurs. Mais un insight qui a un verbatim, si je pense que l'idée est intéressante, et là, c'est uniquement sur moi, je vais créer un insight et je vais voir en fait si dans d'autres études, je l'alimente avec d'autres encore verbatim. C'est comme ça que je sors les signaux faibles. Je ne sais pas si tu fais pareil. C'est comme ça que je fais émerger un signal faible. C'est qu'un signal faible répété sur 10 études, au final, peut-être qu'on n'a pas encore de certitude, mais on a une bonne hypothèse à tester, quoi. Oui, c'est un peu la force, c'est qu'en fait, on peut suivre aussi des signaux faibles et de voir en fait... parce qu'il y a toi qui travailles, mais il y a d'autres équipes qui peuvent travailler sur sur d'autres recherches et qui vont aussi mettre en évidence cet insight-là, cet enseignement-là. Et ça permet aussi donc, du coup, d'aller creuser derrière ou même d'identifier un signal faible sur un autre domaine, un autre produit, mais qui a un impact sur notre produit à nous et d'aller creuser davantage. Donc c'est effectivement la force et ça permet aussi après au PM, par exemple, de renforcer ses convictions, sa confiance aussi dans les points, les besoins, les points de douleur des utilisateurs. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Le seul truc, c'est que ça impose de créer une pièce dans le repo qui contient ce signal faible. Parce que quand moi je faisais de la recherche au tout début de ma carrière, ce genre de signal faible, en fait, on le laissait de côté. Et ce qui intéressait, c'était vraiment... ce qui intéressait les gens du business avec qui je bossais, c'est vraiment on doit faire quoi. Ça, je leur livrais et tout ce qui était un peu accessoire, tant pis, c'était perdu. Là, aujourd'hui, avec le repository et la capacité à traquer, parce qu'avant, c'était possible aussi, il fallait juste se refaire toutes les vidéos. Mais justement, parfois, tu as des points faibles, des signaux faibles, et quand tu vas creuser, c'est toi, tu te dis, tu le sens, il y a le côté aussi un peu intuition, ouais. Et du coup, intuitivement, tu vas te dire, je vais creuser ce point-là et je vais faire un peu de recherche dessus. En fait, tu vas récupérer davantage de facts et en fait, tu vas voir que tu as des feedbacks qui vont remonter. Et c'est là que ça va être intéressant aussi parce que du coup, tu vas pouvoir, juste pas dire au PM, en fait, j'ai raison, il y a un point de douleur ou il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, tu peux prouver, tu peux apporter de la preuve avec ça. Oui, je te rejoins entièrement. Ou en tout cas,
tu pourras dire, ça, on a peut-être quelque chose à aller creuser. Est-ce que je l'insère dans une discovery, parce que tu as un sujet qui est connexe, pourquoi pas, mais ça peut... voilà, c'est l'intérêt du repo, je trouve, c'est que justement, on traque ces signaux faibles. Alors, il faut le faire, par contre. Et du coup, est-ce que vous avez une liste, des éléments clés pour déterminer une bonne taxonomie? Qu'est-ce qu'une bonne taxonomie pour vous? Ce sera plus expert que moi là-dessus. C'est une taxonomie que tout le monde comprend. Ok. Question courte. Je pense que tu le vois très vite parce que tu verras si c'est utilisé ou non dans le repo. C'est ça. Il y a une taxonomie, c'est un élément vivant. C'est-à-dire que si au bout de 2 ans de repo, tu vois que tu as ce tag-là qui n'a jamais été utilisé, et d'où l'intérêt des rituels d'Amélie avec des researchers et des researchers, pour remettre en question cette taxonomie. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est tout le temps partagée? Est-ce qu'il n'y a pas 2 tags? Et en fait, on se rend compte que quand on est face à ce verbatim ou à ce fact, on hésite toujours entre les deux. Donc, il faut la faire évoluer. Mais pour moi, une bonne taxonomie, c'est, je dis à n'importe qui dans la boîte, je suis en train de parler de ça, je suis en train de parler de la feature X. C'est ce que c'est la feature X. Et c'est aussi du coup d'itérer dessus, de le faire évoluer et d'être à l'écoute. Je pense que dans tous les rituels dont on parle, un bon repository il marche bien quand il y a de la communication et d'être à l'écoute. Et je pense que c'est vraiment aussi ces rituels-là en fait, qui permettent aux researchers de faire évoluer en fait, le repository parce qu'ils vont être à l'écoute de ceux qui l'utilisent et de faire évoluer en fonction et de voir ce qui marche pas. Bon, comme un produit en fait. C'est un produit, ouais, je te rejoins complètement. C'était super clair, très clair. Tu avais d'autres questions sur la mise en place, non? C'était très clair. Du coup, j'imagine que la mise en place d'un repository, c'est pas tous les jours joyeux. Est-ce que vous avez rencontré des défis ou on va dire des problématiques? Et si oui, comment vous les avez résolues? Je pense que tu seras plus pertinente que moi parce que tu as une notion de scalabilité que j'ai pas moi. Donc je te laisse... Je laisse commencer. Un des principales, je pense, une principale problématique, ça a été vraiment le coût à l'effort en fait de faire monter les équipes, les UX researchers sur l'Atomic Research, sur le repository. En fait, nous, on avait vraiment 2 repositories. On a un premier repository donc, qui est... déjà, on a accès à tout. On peut avoir accès à tous les repositories de toutes les équipes e-commerce, sur une application Decathlon de sport, par exemple. Et derrière, on a un autre repository qui va être, qui va garantir la qualité, où derrière, les researchers vont repasser. Et en fait, ce sera un repository qui sera ouvert à tout le monde, mais on n'a que les insights. Donc déjà, pour simplifier la lecture. Et du coup, nous, on travaille beaucoup sur le premier repository, qui est notre outil de travail, et sur lesquels, en fait, on va intégrer les données qu'on a, que ce soit des faits, des enseignements, des observations. Et ça, c'est le plus dur parce qu'effectivement, il y a... en fait, il faut convaincre sa propre équipe de l'importance de l'utiliser parce qu'il y a des problématiques surtout de temps. On fait beaucoup de recherches, on a des PM aussi qui veulent être efficaces, rapides, qui ont beaucoup de demandes de recherche, de faire une recherche là-dessus. Donc déjà, il y a ce quotidien-là du UX Researcher qui est déjà de prioriser ces demandes. Et du coup, passer du temps dessus, c'est voir en fait l'effet que ça a derrière. Parce qu'effectivement, nous, comme on avait un outil qui était très complexe avec beaucoup de pays, donc du coup, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de recherches et beaucoup de méthodologies, il fallait passer du temps après aussi à intégrer les données sur un repository plutôt que sur nos méthodes de travail telles qu'on a l'habitude de travailler et qui peut nous faire gagner du temps et après de faire une restitution et comme on a l'habitude de faire. Là, ça demande vraiment un changement, je trouve, d'habitude qui n'est pas forcément évident et pour moi, c'est vraiment la problématique principale, c'est l'effort et le temps. Oui, je te rejoins et c'est pour ça que j'utilise plus d'outils de base de données comme Airtable ou Notion pour monter des repos. C'est que le coût à la maintenance, il est trop fort en fait. Et parce que pour schématiser le process, tu fais ta collection de données, tu fais ton analyse à un endroit et souvent le repo il vient à côté, enfin il vient en plus.
Donc là où tu vas faire ton analyse, après, tu as un coût qui est de il faut que je copie-colle toutes mes données dans mon repository pour que justement on décilote la recherche et qu'on diffuse la connaissance. Sauf que ce coût-là, et en plus, si tu mets par-dessus de l'Atomic Research, il faut que sur Airtable ou sur Notion, il faut en plus que tu crées tous les liens. Donc, tu crées tous tes facts, tu crées tous tes insights. Ensuite, tu vas lier les facts avec tes insights. Et ensuite, il faut le maintenir, tout ça. Donc, quels sont les insights périmés, quels sont les facts périmés. Il faut tout taguer. Et en fait, tu passes... chez Scalo, ils avaient pris cette option de garder leur process de research tel quel et de plugger un repository par-dessus. Sur Airtable, en fait, quand tu l'utilises, tu passes littéralement une journée à copier des données de ton étude dans ton repository. Pendant une journée, tu fais du copier-coller. Et c'est pas forcément valorisant aussi. Enfin, ça, c'est très chronophage, c'est pas forcément notre plus-value de faire du copier-coller. Et c'est vrai que des fois, quand on a du quanti, c'est très chronophage et ça prend énormément de temps de le faire. Donc oui, le frein, c'est clairement cette maintenance, sauf si tu utilises un outil qui a un repo intégré et pour lequel ton repo se crée au fur et à mesure que tu fais ton analyse. Et donc dans ce cas-là, en fait, le coût n'est pas perçu de la même façon. Tu n'as plus que de la gestion de péremption de données, en fait. Parce que toutes tes données sont déjà liées by design dans ton outil. Et donc, tu as moins de coûts. Tu as quand même un coût. Clairement, c'est pas neutre, c'est jamais neutre. Mais il est quand même vachement diminué. On reviendra tout de suite sur les défis. Toi, tu utilises quel outil du coup? Moi, j'utilise Usage. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement l'avantage par rapport à Airtable tu veux plus utiliser Airtable? Alors, en fait, Airtable, c'est très bien quand tu peux tout automatiser. C'est un outil génial d'automatisation. Tu peux faire des interfaces qui sont hyper cool. Tu as toute la partie data viz qui est vraiment chouette sur Airtable. Je crache pas sur Airtable, j'adore cet outil. Mais pour un repo, non. Enfin, moi non. Et je pense que si on me proposait aujourd'hui, tu fais un repo sur Notion ou Airtable, ok, sur une petite startup où il y a 2 études par mois, d'accord, mais pas plus, quoi. Et on ne prend pas des données de partout parce que sinon c'est l'enfer. Moi j'ai utilisé Dovetail pendant très très longtemps, pendant 5 ou 6 ans. Et Dovetail, c'est insupportable, l'interface elle change tous les 6 mois, le pricing il change tous les 3 mois, c'est devenu hors de prix, ils ont beaucoup de code legacy qui fait que tout est inutilement complexe dans Dovetail. Et donc j'utilise Usage aujourd'hui parce que en fait je collecte mes données dans Usage, j'extrais mes verbal teams dans l'outil, je les tag dans l'outil, je crée mes insights dans l'outil, et quand les gens veulent aller dans mon repo, ils vont dans mon outil, quoi. Donc, tout est en fait, et je fais mes reports dans mon repository, je fais plus de slides, depuis ça. Ça c'est fini, je fais plus de slides, parce qu'en fait, tu peux pas chercher de connaissances dans une slide. Tu passes des heures en spéléo à tout ouvrir, tu te retrouves les 10 PowerPoint à faire des copier-coller, c'est insupportable. Donc moi je restitue tout aussi dans le repository. Et donc, en fait, là, je suis tranquillou. Et un des défis aussi, je pense qu'on a peu parlé, mais c'est le budget, en fait, c'est le coût. Parce que ces outils-là, en fait, les licences sont très chères, donc il faut aussi pouvoir se le permettre parce que c'est un coût par utilisateur. Et du coup, pour les startups, c'est assez restreint un certain nombre de researchers ou de même designers. C'est pas forcément automatique parce qu'en fait, il faut vraiment qu'ils soient utilisés. Parce que par mois, c'est... Oui, complètement. Donc du coup, moi, comme c'est mon outil de productivité, du coup, c'est pas un coût supplémentaire. Mais Airtable, oui, c'est pas. Enfin, tous les outils ont un coût. Attention, il y a rien. C'est pas neutre comme démarche, dans tous les cas. Et au niveau de l'export, tu disais que tu faisais plus de slides. Comment c'est perçu par les stakeholders? Parce que souvent, en fait, Pas le choix. Et tu leur donnes un support à diffuser ou... En fait, je rédige mon rapport textuellement. Ouais. Comment dire, que ce soit Dovetail ou Usage ou même Notion, tu peux appeler des données dans ta trame. Donc en fait, et au final, les stakeholders, ils y gagnent.
comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être obligé de se fader les 50 slides, j'ai une structure qui est plus linéaire, mais j'ai une structure où j'ai d'abord mon research finding, donc quel est le message que les stakeholders doivent retenir de la partie. Et après, j'ai la liste de tous les insights, de tous les blocs d'insights qui me permettent de formuler ce message. Et on les passe en revue rapidement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à certains moments, je lis le titre d'un insight et ça, il y a une cloche qui s'allume, il y a une ampoule qui s'allume dans la tête de quelqu'un. Il dit « Ah tiens, pourquoi tu dis ça ?» J'ouvre l'insight, j'ai la liste de mes verbatims, j'ai les vidéos aussi avec. Et donc, on creuse. On en discute un peu, et puis une fois que c'est fini, c'est fini. Et ensuite, donc du coup, je m'arrête que sur les éléments qui parlent aux gens à qui je parle. Est-ce que du coup, ces personnes-là, enfin ces stakeholders-là, ils consultent en autonomie cet outil? Ouais, plus facilement que des slides, j'ai trouvé. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, comme la donnée est bien segmentée, ils ont juste, et la page, comme il n'y a pas de fioriture, t'as pas de design non plus, c'est très très brut. Ils trouvent assez facilement l'information, ils vont au bon insight et paf, ils l'ouvrent et... Ok, donc ils trouvent l'insight et après est-ce qu'ils utilisent l'insight, ils ne se perdent pas comme parfois, parce qu'effectivement quand on fait des restitutions sur des slides, il y a des insights qui se perdent et qui sont archivés. Et non, parce que du coup, en fait, j'ai ma base de données d'insight qui est pareil dans un outil. Et donc, en fait, le lien, il se fait automatiquement. Dans mon report, je crée une carte d'insight. Et quand il ouvre, en fait, il ouvre ma base de données d'insight. D'accord. Mais est-ce que tu sais si l'insight, il a été traité? C'est-à-dire, ça, c'est mon rituel que je fais avec les PM pour connaître, pour savoir. Parce que tu ne peux pas avoir la visibilité sur tout ce qui s'est passé. Ou je prends ce temps avec eux pour dire, OK, donc ça, c'est tous les insights qu'on a vus, que j'ai découverts avec toi. Ça en est où dans ton produit? Est-ce que tu as mis en place des solutions? Est-ce que tu n'as pas en place de solutions? Si tu as fait quelque chose, OK, il est résolu, ou en tout cas, il est dans un statut done. Et ensuite, très bien, et ainsi de suite, quoi. Je sais pas si c'est assez tard. Ah ouais, c'est très clair. Puisqu'en tout cas, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager par rapport justement à la mise en place d'un repository? Si vous deviez résumer en fait en petits tips pour notre audience ce soir. Le choix de l'outil, peut-être, au final, sont en train de se dire. Ouais, le choix de l'outil, ça fait... Pour moi, l'outil, il est presque anecdotique, quoi. C'est plus... C'est un changement de méthode, en fait. C'est un changement de méthode de production qui n'est pas celui qu'on nous a enseigné. C'est pas celui qu'on utilisait jusqu'à présent parce qu'on vient plus ou moins tous du consulting, où tu as ce fameux deck de slides là, que tu fournis à ton client. On est sur quelque chose qui est plus vivant, donc qui a un coût, mais qui permet d'accéder à la donnée plus facilement. Donc le tips, oui, il y a l'outil, mais il y a qui s'en... je me répète encore, mais ça marche pas tout seul. Il y a plein de gars qui se plantent sur des repos parce qu'ils pensent que je mets Dovetail ou je mets Usage ou je mets Marvin, ça marche. Non, ça marche pas. Il faut quelqu'un qui sache de quoi il parle, qui puisse gouverner cet outil, qui puisse le mettre en place. Mais ça peut pas se faire sur un coin de table. Oui, je te rejoins là-dessus et je pense même si on utilise un outil comme Airtable, Notion, l'organisation elle est complexe, c'est d'avoir des personnes qui sont aussi garants d'une partie du repository. Nous, c'était le cas dans notre équipe, il y a toujours une personne qui est garante, ça peut tourner dans l'équipe, mais de s'assurer qu'en fait, il est bien mis à jour, qu'il y ait bien une qualité des insights qui sont fournis et toujours avoir une communication avec les research shops pour que le repository il vise. Parce que sinon, comme un insight, il peut se mettre dans un carton de côté et en fait, on va reprendre les habitudes. Oui, ce fameux terme de bibliothécaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr. On a un bibliothécaire pour le repository. Repository, ça veut dire répertoire. Hein. Ça vient de la librairie, enfin ça vient de la bibliothèque, hein, le terme. Peut-être. Un dernier point sur, tu as évoqué tout à l'heure que c'était chronophage, la manutention, etc. Est-ce que, Amélie ou toi-même, tu as utilisé l'IA pour un peu plus automatiser tes tâches vis-à-vis du repository?
L'IA, c'est pas non plus un outil magique aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas sur le repository. En fait, nous, comme on travaille avec différents pays, un des usages qu'on pouvait avoir, c'était la traduction, qui, pour un côté, c'est très chronophage et utiliser d'autres outils pour le faire. Donc là-dessus aussi, Airtable, en fait, aussi une des problématiques qu'on a, c'est que Airtable, en fait, ils ont un contrat donc, avec une entreprise, ce qui veut dire que derrière, dès qu'on utilise de l'IA, il faut aussi, je pense que les researchers peuvent le négocier, et puis il faut tester les fonctionnalités, il faut les adapter au contexte, à l'environnement, donc ça prend du temps aussi à mettre en place. Donc Airtable vend beaucoup aussi, comme tous les outils, je pense, la facilité voilà, avec l'IA. Sauf que c'est pas si simple que ça. Il y a aussi un temps de mise en place et qu'après, en fait, les utilisateurs finaux, nous les researchers, on puisse l'utiliser, ça met du temps. Donc on avait juste cet outil-là qui nous permettait de gagner du temps. Mais derrière, il y avait énormément d'autres fonctionnalités qui étaient, des promesses en tout cas, qui pouvaient nous enlever des côtés chronophages de copier-coller par exemple. Là-dessus, mais j'en ai jamais vu encore le jour. Et sinon, je l'utilisais plus pour moi, pour mes recherches, mais sans passer par Airtable, mais avec le côté plutôt dans mon process de recherche. Et toi, Mathieu? Moi, j'utilise pour les transcrits. Je prends plus aucune note en entretien. Je trouve qu'on perd l'authenticité de la relation. On perd beaucoup de choses en prenant des notes. Donc, je ne prends plus du tout de notes. J'utilise l'IA pour mes transcrits. Je l'utilise pour mes résumés d'insight. Donc, comme je le disais, j'ai un titre. Et après, je mets un chapeau avant mes verbatim pour que ce ne soit pas trop brut. J'utilise une IA qui va me faire un résumé des différents verbatim. Je peux l'utiliser aussi pour donner une première impression. Donc, une fois que j'ai tagué mes verbatim, j'ai un outil dans Usage qui me permet de dire OK, sur tous ces verbatim, les points principaux, c'est ceux-là. Donc, je peux aller en 1 minute, une fois que j'ai fini mon découpage et mon tagging, je peux fournir un premier élément de réponse à mes PL sans avoir à faire tout le truc d'insight, etc. Il y en a certains qui l'utilisent sur la synthèse d'interview unitaire. Je vois pas tellement l'intérêt. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, on en avait parlé. On voit pas trop l'intérêt parce qu'en fait, une personne ne dit pas grand-chose et une IA synthétiser une interview, pas sortir grand-chose de plus que ce qu'il y a dedans. Après, moi, je vais l'utiliser. Là, je suis en attente forte d'un RAG sur Usage parce que je pense que les repositories, demain, ça passe par... les RAG, c'est bon pour tout le monde ou pas? Oui, est-ce que tu peux préciser peut-être? Les RAG, c'est Retrieved Augment Generative, quelque chose. C'est une IA qui se nourrit de votre base de données, quelle qu'elle soit. Donc, elle est enfermée à l'intérieur de votre base de données et vous pouvez interroger votre base de données en langage naturel comme vous feriez avec ChatGPT. Et en plus, elle vous sort les sources, etc. Donc, demain, il y a Romain Deschamps qui a mis en place Dust à la Maïf, je crois. Donc, sur toute leur base de données documentaire, il a plugué un Dust. Et donc, aujourd'hui, à Maïf, ils peuvent interroger en langage naturel leur base de données parce qu'ils ne voulaient pas changer de process de research, c'était trop lourd à modifier. Et donc, en fait, là, tu es nickel parce que tu n'as plus aucun coût pour aller vous apprendre un outil, tu n'as plus aucun coût à apprendre la taxonomie, tu n'as plus aucun coût à entraîner les gens à utiliser ton outil. Ils posent juste une question. Et ça s'arrête là, et ils ont les réponses, ils ont les sources, etc. Donc ça, c'est nickel. Et après, j'utilise pour la maintenance du repo, j'ai des agents IA sur Usage qui m'aident pour maintenir mon repo. Donc, ils vont me donner les next best action, ils appellent ça. Sur mon repo, voilà, là, tu as des insights qui sont trop vieux. Donc, il faudrait soit que tu les revoies, soit tu testes les hypothèses. Est-ce qu'ils sont résolus, pas résolus? Enfin, voilà, ils vont m'aider à la maintenance parce que ça me fait gagner un temps de fou, pas plus que ça. Mais bon, ça existe. Ouais, là où j'attends Usage, Dovetail l'a fait, Marvin l'a fait, et ça se fait de plus en plus sur même les outils de feedback en continu. Les RAG, c'est l'avenir du repo pour la démocratisation du repo. Ça passe par là, c'est sûr. Il va falloir qu'on laisse les researchers, les research ops construire cette base de données.
Mais après, on s'enlève un poids incroyable. On enlève à peu près tous les freins dont on a parlé. Ça, 45. On enlève les plus gros freins, en tout cas. Et du coup, j'ai une question sur la mesure. Pardon. J'ai une question du coup sur la mesure de l'efficacité du repository. Est-ce que vous en avez mis en place? Est-ce que vous avez des KPI? Est-ce que c'est utile ou pas? Alors, on va parler, mais les KPI, je ferai attention sur ça. Nous, on en a mis en place. On a fait pas mal d'ateliers pour justement mettre des KPI. Et on s'est rendu compte qu'il y a un côté un peu de vanity métrique dans les KPI qu'on a posés, parce qu'effectivement, là, on va être content, c'est de se dire, en fait, les enseignements qu'on a tirés de nos recherches et qu'on a mis dans le repository, en fait, ils sont consultés par des parties prenantes. On a réussi à d'autres UX researchers d'une autre équipe à lui à utiliser, un PM, un data analyst. En fait, derrière, c'est dur à suivre déjà, c'est dur à mesurer. Et puis en plus, on ne sait pas si c'est un vrai intérêt. On revient un peu sur la question de l'outil et des KPIs. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je ne pense pas que ce soit vraiment le... je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais... Moi, le seul que je vais traquer et qui a de l'intérêt, parce que je rejoins Amélie, je ne suis pas fan de ça, c'est le nombre d'insights qui passent en statut résolu entre deux périodes. Donc, ça veut dire que ces insights, ils ont servi à quelque chose. C'est surtout celui-là, parce que oui, le reste, le nombre d'insights produits, le nombre de feedback traités, etc., c'est vanity metrics complètes. On avait fait, je vous racontais l'histoire des portes ouvertes là, avec DeadKeep pour taguer les... Au début, on avait du mal à impliquer les product designers. Et le head of design me dit, on va mettre des objectifs aux product designers pour qu'ils t'aident à taguer. Erreur totale. Les mecs, ils faisaient leur quota, c'est sûr, mais il fallait que je refasse tout. Parce qu'en fait, ils faisaient à l'arrache, c'est sûr, leur trim était indexé sur ces KPI-là. Mais forcément, ils allaient le faire. Et en fait, c'était plus intéressant d'être pas 10, mais 4, de faire correctement, plutôt que d'envoyer du tagging. En fait, on s'en moque du tagging. C'est pas le but. Donc, tu peux récupérer des KPI, tu peux aller voir le nombre de personnes qui consultent ton repository, le nombre de personnes qui font des requêtes. Moi, je trouve qu'une bonne métrique, c'est le temps pour donner une réponse à quelqu'un. Quand tu as la donnée, bien sûr. Oui, et puis je pense aussi, nous, on en a gardé qu'un seul qu'on utilisait réellement, c'est toujours le CSAT, parce qu'en fait, ça intéresse aussi un PM et ça nous permet de voir si l'insight il a bien été utilisé et qu'en fait, on a apporté une solution qui répond aux besoins utilisateurs. Et ça, je trouve que ça... c'est basique sur son repo. Pas sur le... en fait, à partir du moment où on a mis un CSAT en place, on pouvait suivre en fait si les points de douleur ont été résolus, ou si en fait ça n'a pas créé d'autres points de douleur. Donc, mais pas dans les produits Decathlon, au niveau du produit. Parce que non, plutôt au niveau du produit, mais qui en fait est lié au repository. Parce que du coup, le point de douleur vient de là, et donc ça nous permet de savoir si l'enseignement qu'on a tiré, il a bien été traité, entre guillemets, et si ça a amélioré le besoin utilisateur. Ok, Très clair. est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses avant je pense qu'on a posé toutes les questions. On va se laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, tu parles bon. Bonsoir. Merci d'abord pour toutes ces infos. Alors, ma question, c'est quelque chose qui a été évoqué très brièvement par rapport aux insights qui sont par exemple très vieux. Je crois qu'il y avait un point sur lequel c'était fait automatiquement par usage. Mais sinon, peut-être dans Airtable, comment est-ce que ça se fait justement pour éviter d'avoir de la data qui risque de polluer ensuite, polluer si c'est trop vieux et plus relevant? C'est une très bonne question parce qu'il y a un risque aussi de pollution dans l'Airtable, d'avoir des insights qui sont pas, qui restent. C'est pour ça qu'en fait, dans chaque équipe, il y a un garant du repository qui s'assure en fait par quarter que les insights sont encore ou pas actuels. Donc ça reste très manuel et très humain. Chez Betclic, on avait, donc quand je travaillais sur Dovetail, on avait des statuts d'insights. Est-ce qu'ils étaient actifs?
résolu. On avait même créé le Not Relevant. C'est-à-dire que le business, de toute façon, ne voulait pas entendre parler de cet insight-là. Ou en cours. Pas vraiment comme une tâche classique. Et ça permettait justement de... moi, j'estime qu'un insight qui n'a pas eu de solution produit n'est jamais périmé. Au début, c'est un insight, c'est une pièce de connaissance qu'on peut utiliser. Au bout d'un certain moment, c'est plus qu'une hypothèse qu'il faut retester. Et donc, tu vas retester. Si tu vas toujours dans le même sens, tu vas pouvoir rafraîchir en fait ton insight. Par exemple, je jette jamais aucune pièce de connaissance. Ne serait-ce que pour y faire référence, tu fais un usability test et tu te rends compte que les utilisateurs n'aiment pas le bleu. Tu changes, tu mets du vert, ton insight il passe en statut résolu. Et puis moi je m'en vais, le product designer s'en va, le PM s'en va, c'est une nouvelle équipe. Et puis il se pose la question, il ne faut pas remettre du bleu. En fait, avec un repo, tu auras cette info qui sera disponible. Elle est passée en statut resolved, donc il y a déjà une action qui a été prise sur cet insight. Et tu sais laquelle et pourquoi. Quelle action a été prise, ça dépend des entreprises. En tout cas, tu sais qu'il y a eu quelque chose qui a été traité sur cet insight. Mais il ne faut pas jeter. Moi, je ne jette pas. Alors, nous, on ne jette pas non plus. C'est archivé. Sinon, on serait trop... Enfin, non, il y a aussi, en fait, il y a une archive qui est créée, mais il y a quand même ce côté de ne pas polluer. Parce que ça peut ressembler très vite à comme un backlog où, en fait, si on garde tout ce qui est done, on risque en fait de polluer visuellement. Et du coup, nous, on a plutôt des insights qui sont archivés et on peut vérifier que l'insight... Après, sur Airtable, tu as aussi la puissance d'Airtable, c'est de créer plein de vues différentes de tes insights. Et c'est là où tu as vraiment toute la puissance de l'outil. C'est-à-dire que chez Baltic, pour ces feedbacks, pour ce repo sur Airtable, j'avais créé une vue par squad avec les bons filtres. Donc les gens n'avaient même pas de questions à se poser. Ils avaient une URL, ils y allaient, ils avaient toutes les infos dont ils avaient besoin. C'était pas pollué et je laissais la pollution de mon côté, quoi. C'est pour ça que, en fait, par exemple, les Research Ops, c'est leur travail en fait de justement garantir la lisibilité des insights et qu'ils soient toujours mis à jour pour éviter justement qu'on refasse des recherches qui ont déjà été faites ou qu'on se repose des questions sur des choses qui ont déjà été traitées. Ouais. Je me dis. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais embrayer un peu sur la même question techniquement, mais approcher différemment. Tout à l'heure, vous parliez du fait que quand on crée les faits, on lisse un peu la data. Comment est-ce que vous gérez du coup cette question-là où deux faits du coup avec des méthodes différentes et aussi parfois avec un biais de confiance qui est différent, c'est-à-dire que on peut dire que il y a moins de personnes qui ont été interrogées ou plus de personnes qui ont été interrogées, il n'y a pas eu de triangulation de la donnée. Comment est-ce qu'on gère justement le fait qu'il y ait un fait qui, techniquement, a plus de confiance par rapport à un autre, qui a été fait en guérilla, par exemple? Merci. Une question. Tu refais? Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce que tu t'as commencé. Justement, c'est le fait qui te permet de faire... C'est les facts qui te permettent de faire ta triangulation. Pourquoi tu mettrais plus de poids sur du quanti que sur du quali? En fait, ça dépend vraiment de la question, parce que la méthode dépend de la question initiale. Il y a des faits et quanti, par exemple, qui ont des faits. Il y a bien des faits de quanti qui ont été faits avec, par exemple, beaucoup plus de participants qu'une autre étude. Comment est-ce qu'on arrive à, du coup, donner plus de poids sur une étude que par rapport à une autre? Le poids que donne après sur ça a prouvé ou pas prouvé justement l'insight qui a été créé après. Alors ça, moi, je me matérialise pas. C'est mon analyse qui va donner la confiance. C'est-à-dire que si quand je vais ouvrir mon insight, j'ai l'intégralité des faits et des méthodes qui sont liées à ces faits-là. Si je me rends compte que j'ai 10 verbatims qui me font un fact sur un insight, je vais mettre beaucoup moins de confiance que si j'ai 5 verbatims sur un quali et je sais pas, une étude quanti avec un survey par exemple. Et en fait, c'est cette analyse-là, c'est cette interprétation-là qui fait que je donne plus ou moins de confiance
Mais par exemple, je ne vais pas attribuer un indice de confiance aux différentes personnes qui ont fait, tu vois. Parce que je ne vais pas dire, toi, je n'ai pas confiance dans ce que tu fais, et donc ton fact, j'y crois pas. Là, tu ne peux pas faire ça, sinon tu t'en sors jamais. Après, il y a des moyens de calculer des indices de confiance. Tu peux utiliser un RICE, par exemple, et mettre une pondération plus forte sur du quali ou du quanti, mais ça, si tu as Tombow, il n'y a pas. Et je pense qu'elles sont toutes valables à partir du moment où ça a du sens d'un point de vue business. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est une tâche supplémentaire que je ne peux pas forcément traiter. Et du coup, la méthode est choisie en fonction de ma question. Donc, je ne vais pas valoriser plus un survey que du quali, juste à cause de la méthode. Je vais compléter parce que j'ai un retour d'expérience. Exactement, c'est une question que l'on s'est posée. On a utilisé le Quality Score, qui est un framework, en fait, une matrice, qui permet justement de donner un indice de confiance à l'insight ou à l'observation que tu retires. Et justement, ça permet de donner un poids entre ce que tu donnes sur une étude quanti sur, par exemple, 5 interviews. Et du coup, ça permet de donner un score, par exemple, sur 5 en se disant, cet insight-là, il a un indice de confiance de 3 sur 5. Et c'est vrai que c'est un peu une tambouille interne, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans le repository, mais nous, on le retraite comme ça derrière parce qu'il y a une vraie... Pour le coup, sur le terrain, il y a un peu plus une problématique d'effectivement quelle confiance on donne à l'insight. Mais c'est un cas un peu... c'est un peu une tambouille interne et je trouve que c'est une bonne question. C'est celui de Pauline Girardet que tu utilisais ce framework? C'était chez Xtactic, je crois, qui l'a mis en... En tout cas, c'est Ça Inside Quality Score. C'est exactement ça. Tu peux trouver... la méthode est très cool, hyper pertinente. Après, encore une fois, c'est de la manutention supplémentaire. Quand tu as la chance, comme chez Decathlon, d'avoir 2 research shots, c'est faisable. Moi, dans les boîtes où j'ai travaillé, chez Backlick, par exemple, ils ne voulaient pas entendre parler de recommandations, quoi, tu vois. Donc, j'ai arrêté les recommandations. Mais quand tu as de la chance d'être 3-4 dans une team, si tu as le temps, s'il y a un besoin déjà identifié de traiter cet indice de confiance, il faut le faire. Mais la réalité des faits, c'est que souvent, en fait, c'est plus rapide de dire « Ok, ça j'ai confiance, ça j'ai pas confiance » sur la base de ce que je vois et ce que je sais, que de faire le calcul. Je pense que c'est un peu l'objectif du repository, c'est de lisser quelque part cela où derrière, effectivement, on peut ajouter une couche supplémentaire et de garantir via cette méthode-là. J'aurais vraiment à regarder parce que la méthode est très bien expliquée et c'est assez facile à faire, mais il faut effectivement prendre le temps de le faire et c'est un besoin, c'est pertinent de mettre en place. Merci. Après, tu peux aussi utiliser le repository pour faire des matrices de priorisation. Donc, en fonction de la confiance que tu vas avoir avec un insight, tu vas pouvoir lui donner plus ou moins de poids sur ces matrices de canaux là où tu as user earning et business value. Tu peux argumenter via ton repository et via les différents facts que tu as à l'intérieur d'un insight pour donner plus ou moins de poids dans ce user earning. Pardon. Et c'est encore une fois, comme dit Amélie, c'est hyper manuel. Bonsoir. Merci pour votre présentation. C'est rare d'avoir des retours concrets sur les repos. Souvent, c'est des gens qui sont un peu théoriques. Ma question, elle est autour d'équipes de research qui ont déjà des insights. En fait, c'est souvent le cas. Je trouve que les repos, ils sont faciles à comprendre et à appliquer quand on part d'un moment T et qu'on se dit qu'on va implémenter ce qu'on va faire à partir de ce moment T. Qu'est-ce que vous pensez des insights qu'on aurait créés auparavant? Comment est-ce que vous avez géré ces questions-là sur des études antérieures, ce genre de choses? Est-ce que tu fais... Moi, je n'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que tu fais de la reprise de données? Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on fait des insights antérieurs qui sont parfois très forts, très bien documentés, mais qui ne sont pas dans le repo, justement? Ah, qui ne sont pas dans le repo. Est-ce que justement, vous les intégrez au repo? Comment est-ce que vous traitez les études antérieures?
Alors ça va dépendre. Par exemple, si les études antérieures, on peut tomber sur des études antérieures qui ne font pas dans notre équipe et du coup, c'est pas notre rôle. Enfin, on va pas prendre du temps pour l'intégrer dans le repo. Comme le repo, nous, il a été mis en place. Effectivement, il y a des études qui avaient été faites il y a 2 ans, donc des études qui ont été faites bien avant. Et il y a eu effectivement un travail de maître et qui prend énormément de temps et c'est très chronophage. Donc, il faut vraiment... c'est une vraie problématique, ça va être le temps. Et il faut que quelqu'un dédie du temps à prendre une étude qui a été faite. Et parfois, il y a un turnover aussi dans les équipes. Donc, qui a été faite par quelqu'un qui n'est plus là, de pouvoir l'intégrer sur le repo. Et d'où toute la compréhension et la taxonomie, de pouvoir utiliser cette étude qui a été faite pour pouvoir l'appliquer dans le repo tel qu'il a été mis en place. C'est un travail qui n'est pas évident. Nous, il y a quelqu'un qui s'en est chargé, qui l'a fait. Mais c'est vraiment il y a du temps qui a été dédié parce qu'il y a une vraie volonté en fait que le repository soit utilisé dans l'organisation. En fait, le problème de la reprise de données, c'est que ton repo, tu vas forcément le construire sur un outil. Mais si tu ne le construis pas sur le même outil dans lequel tu as tes insights d'avant, comme dit Amélie, le coût il est complètement démentiel, quoi. C'est quasiment presque autant d'analyse. Le temps d'analyse, il est presque aussi important que celui de remettre les données dans le repo. Parce qu'il faut tout reformater la donnée. Si en plus tu utilises le framework Atomic Research exactement comme il est, il faut recréer tous les facts, il faut les lier à tous les insights. Enfin, c'est un travail de titan. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ne fais pas de reprise de données. Pas stricto sensu, je ne récupère pas toutes mes données. Je construis mon repo avec la bonne méthode, avec la méthode qui me va. Par contre, ça ne veut pas dire que je jette tout ce qui s'est passé avant. Je vais l'insérer en fait au besoin. Donc ma partie desk research, où je vais aller voir dans j'appelle ça les previous learning, moi, où tu vas chercher dans tes archives, etc., ce que tu as déjà, est-ce que tu as suffisamment pour répondre à ta question, tu vois. Tout le matériel que tu as précédemment, je vais même pas le reformater, sauf s'il y a besoin vraiment. Mais je vais presque prendre le report entier, en créer un fact, et puis tant pis, c'est pas grave, au fur et à mesure, de toute façon, ils vont devenir obsolètes à un moment. Donc si tu es dans une démarche à long terme, pour moi, la reprise de données, elle n'est pas cruciale. Je trouve que le coût ne justifie pas de le faire. Sauf si tu as des gens qui peuvent le faire, comme chez Decathlon. Ouais, après, il y a des choix aussi, je pense, de choix d'études qui vont être mis sur le repository. Et il y a effectivement un gain de temps de ne pas respecter tout à fait la méthode et d'aller au plus simple, mais pour au moins qu'on ait la donnée quelque part et qu'elle soit centralisée. Mais du coup, on ne va peut-être pas respecter effectivement toutes les étapes qu'on recommande de faire pour avoir un repo clean. Juste pour vous donner un peu de contexte, c'est que je travaille chez Canal+. Je veux juste le pain. Je travaille chez Canal+, où on était sur Dovetail avant. En fait, je pense qu'on a tous connu la même chose, le pricing a explosé. Et donc, on a dû passer de Dovetail à Usage. Et donc, on est dans ce cas de, OK, qu'est-ce qu'on fait de... Ils ont un système de RDD, ouais. Ils le font pour vous. Ouais, ok, très bien. Alors, la seule question, c'est que parce que j'en avais déjà discuté avec François. La question qui se pose, c'est est-ce que les insights de Dovetail peuvent rentrer dans la matrice usage? Je sais qu'ils ont, ils ont travaillé à une intégration, etc. Mais la réponse, pour les autres, s'il n'y a pas ce changement d'outil Dovetail vers usage, la reprise de données, elle est déconseillée. Mollo, quoi. Ou alors vraiment que sur 2-3 études vraiment stratégiques où tu sais que tu vas en avoir besoin, c'est la stratégie de l'entreprise, tu sais que c'est le cœur de métier et que tu vas avoir besoin de toute façon de cette information. Mais sinon, vous vous rendez compte, il faut tout redécouper, quoi. Refaire tous les narratifs, tout retaguer, tout... Mais c'est une vraie question quand on change d'outil. Le coût, c'est un vrai sujet. Le budget, demain, on change d'outil. En fait, faut pouvoir basculer. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.
Tu parlais du fait que tu utilises les transcripts. C'est pas forcément tout de suite un lien avec le repository, mais que tu prends plus de notes en fait pendant tes interviews. Tu utilises quoi comme outil? Parce que moi, pour le moment, de mon expérience, je suis plutôt mauvais. Et en plus, la problématique qu'il y a quand tu travailles à l'international, c'est qu'entre les accents, etc., et la manière dont l'outil va le comprendre, je rêverais de ne plus prendre de notes en interview et pouvoir l'analyser beaucoup plus facilement derrière. Mais quel est ton usage du coup? J'utilise Usage pour les transcrits. Je suis pas payé par Edge. Mais et effectivement, la qualité du transcrit, elle est au niveau de ce que font des IA sur des transcrits. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Donc, c'est pas à 100%. Il faut faire de la reprise, c'est sûr. Mais je gagne vachement plus de temps. En fait, le problème des notes, ce que j'aime pas avec les notes, c'est que tu as déjà une pré-interprétation. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis un courtisan de la donnée brute. Et donc, tu as fait aussi des transcrits à la main. Et c'est quand même plus agréable de lire un transcrit et de corriger les quelques coquilles. Parce qu'en fait, moi, je vais scanner mon transcrit, je vais relire mon transcript. Et je vais corriger que les verbatims que je garde. C'est-à-dire que tout ce qui est... J'ai pas besoin de savoir si c'est un le ou un la. Si derrière, je comprends le sens de la phrase, ça me suffit. Par contre, oui, le verbatim que j'extrais, celui-là, il est... je refais la vidéo pour être sûr que ce soit le bon. Ça, oui. Le cap. Quand même un retraitement, mais j'ai quand même un gain. Ok, donc il te faut quand même l'enregistrement plus le transcript, parce que sinon... Ah oui, non, que le transcript, c'est pas possible. On est d'accord, ok. J'avais une question. Oui, on parlait beaucoup de l'effort finalement que ça demande, parce que quand vous parlez de coûts, j'imagine qu'on ne parle pas uniquement de coûts en termes de tarifs, d'outils, etc. On parle aussi de l'effort qui, à mon avis, est beaucoup plus important encore que les licences. Vous estimez à justement quel niveau d'effort et combien de temps quand on part from scratch? On n'a rien, on n'a pas de repository. Vous l'estimez à combien de temps la mise en place de quelque chose, au moins avec la bonne taxonomie et quelque chose sur lequel on peut commencer à activer des choses? Moi, du coup, il y avait déjà un repository qui était mis en place, mais il y a quand même un coût humain, en fait, d'effort humain en fait, à faire. Et c'est assez long. Enfin, je ne saurais pas vraiment l'estimer. Ça va dépendre des personnes, si elles ont déjà utilisé ou pas, si c'est un changement d'habitude. Mais en fait, ça va prendre quand même quelques semaines, voire quelques mois de vraiment l'intégrer, parce qu'il peut y avoir cette tendance aussi à l'utiliser à côté et qui va faire perdre beaucoup de temps. Et du coup, il peut y avoir des petits abandons et de remotiver la personne à justement se remettre sur un repository. Donc, je pense que le coup, en tout cas, peut-être la bonne pratique, c'est vraiment de passer du temps sur l'onboarding et de vraiment faire monter la personne en compétence sur la façon de faire et de passer vraiment du temps à ce qu'elle comprenne bien l'outil et comment ça fonctionne et comment elle va l'utiliser concrètement, en fait. Et qu'il n'y ait pas trop de temps entre la théorie et la pratique, parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, c'est parfois un décalage. Sur la mise en place pure, c'est hyper dépendant de l'outil. La taxonomie... Prenons le cas de Usage, par exemple. Je peux te dire, sur Dovetail, c'est pareil. Le coût, il est d'apprentissage de l'outil. C'est-à-dire que demain, tu demandes à un product designer qui n'a jamais utilisé Figma, tu utilises Figma, c'est quoi le coût? En fait, ça dépend, est-ce que ça l'intéresse ou pas. Donc là-dessus, je rejoins Amélie. Si tu fais le plus long, c'est la taxonomie. Et après, sur des repos en base de données comme Notion et Airtable, tu es obligé de faire tout ton modèle de données avant. Et en plus Airtable, et même Notion, une fois que ton modèle de données est en place, pour le bouger, tu hoches de la tête, donc tu as déjà été soumise à ce problème-là, tu comprends la douleur. Mais par contre, quand tu prends des solutions intégrées comme Dovetail ou Marvin, en fait, le coût, il est juste l'apprentissage de l'outil. Mais justement, sur Usage, par exemple, parce que tu es passé de Dovetail à Usage,
quelle a été justement ton adaptation de l'un à l'autre? Est-ce que c'était facile? Est-ce que la première fois que tu as mis les mains dans Dovetail, tu t'es dit... parce que on se parle de Notion et de Airtable, c'est des outils ultra puissants, on est d'accord? Et effectivement, tu peux tellement tout faire que tu t'y perds très rapidement. Est-ce que ça peut aussi être le cas sur ces outils-là ou... Alors, Dovetail est ultra permissif. C'est fait pour des gens qui connaissent, qui ont déjà une méthode de recherche très processisée, très carrée. Le problème de Dovetail, c'est embarquer des juniors, parce que comme tout est ouvert et très permissif, ça ne va pas dans tous les sens. Maintenir une taxonomie dans Dovetail, l'enfer. Maintenir des insights, l'enfer, parce que tu es obligé de passer par des chemins détournés, etc. Usage, ils ont des grosses failles du X. Le produit, en termes d'utilisabilité pure, c'est pas incroyable. Mais par contre, le process, tu peux pas en sortir. Donc du coup, s'ils arrivent à gommer ces problèmes d'utilisabilité, je pense que c'est plus simple d'utiliser Usage que Dovetail, parce qu'il est moins permissif. Et donc, tu crées ton projet. Dans ton projet, tu mets tes studies. Dans tes studies, tu mets tes sessions. Et à partir des sessions, tu fais tes extracts. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu es sur des rails. Donc, je trouve que... Mais par contre, l'utilisabilité aujourd'hui de Usage est telle que la courbe d'apprentissage est un peu énervée quand même. Mais ça s'apprend assez facilement, quoi. Non, mais c'est Katamon des questions. On pourra en parler après si tu veux. Avec plaisir. Ça sera la dernière question du coup. Alors je vais la laisser. Désolé. Si personne n'en a, je prends. Okay. Dans tout ce qu'on s'est dit là, on est très orienté produit. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans lesquels vous pensez que le repository est pertinent, ou est-ce que c'est vraiment pour de la research orientée produit? Et je sais que vous n'aimez pas trop l'histoire des KPI, mais derrière, on se dit quand même qu'il y a un coût humain, une courbe d'apprentissage, un coût de licence, etc. Comment, en amont, on convainc qu'il faut faire ce travail-là et que du coup, il faut y mettre les moyens, et comment derrière, on prouve que ça a apporté de la valeur? Vous avez deux Pour moi, le cas le plus simple, c'est tu regardes dans ta base de données actuelle de recherche, tu regardes 2 études qui ont traité exactement le même sujet à 2 mois d'écart et tu as prouvé qu'il fallait un repo. C'était quoi la première partie de ta question? Pour compléter sur cette partie de la question, je suis d'accord. Je trouve que en fait, on voit assez vite si ça prend ou pas. Parce que on peut regarder les repos, c'est effectivement déjà les UX researchers mettent bien leurs données dans le repo et l'utilisent bien. On va voir très vite si les équipes, parce qu'ils ont chacun leur dashboard, qui l'utilise, qui l'utilise pas. Donc ça peut être très vite mesurable. Et voilà. Pour de l'adoption. Ouais. Le temps de réponse aussi. Pour te donner un exemple, quand j'étais chez Betclic, il y a un PM qui arrive et il devait bosser sur la navigation de l'appli. Moi, j'avais déjà mis en place le repo, j'avais déjà pas mal de données. Et il vient me voir, il fait « Mathieu, il faut qu'on fasse une étude avec 24 interviews parce qu'on doit retravailler la navigation de Betclic. » Je dis « Attends, calme-toi, je fais 24 interviews, t'es gentil, mais il n'y a pas que ça à faire. Puis c'est beaucoup. Thomas, dans le bateau. » J'ai dit « Je vais chercher ce qu'on a. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'ai sorti tous les insights, je lui ai fait un report comme je fais sans slide, avec toute l'histoire, et je lui ai dit, voilà, moi, d'un point de vue utilisateur, je ne peux pas aller chercher plus. Est-ce que tu as des questions supplémentaires? Et là, peut-être qu'on peut aller chercher. Je dis, non, j'ai la réponse à toutes mes questions. Ok, passe en solution. Et après, on voit la solution. Et ça, en fait, si tu n'as pas de lipo, c'est 5 jours de spéléo et 24 interviews. Et c'est le cas aussi, souvent, mais il y a aussi des PM qui viennent avec des demandes alors qu'on a déjà des recherches dessus et qui ont été faites il y a 2 mois. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment, je pense que ça convainc très vite qu'il y a une vraie utilité au repo. Et donc, c'était sur le produit-service. Un produit, est-ce que c'est que produit? Pour moi, même même le restaurateur du coin, il peut avoir un repo en fait. À partir du moment où tu récupères de la donnée utilisateur,
ça a du sens de l'actionner, quoi. Donc ça peut être une agence, ça peut être n'importe quoi. En fait. Ouais, ça... Pour moi, c'est pas que un service est aussi un produit en quelque sorte. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Amélie, merci à tous. Merci.